voilà, tout d'abord bonsoir. Donc, il est 18, il va être 18h15. Il y a deux, trois personnes, mais bon, la technologie n'est pas toujours très bonne, donc ça bouge un petit peu, le chiffre évolue un petit peu. Voilà. Je vais donc commencer le récit. Euh, cette affaire, pour ceux qui ont reçu l'invitation, qui l'ont vu passer, cette affaire donc, qui est restée, je dirais, dans les archives sous l'appellation, sous le nom de l'affaire des plombs. L'affaire des plombs. Dite également, l'agence anglaise de Bordeaux. On saura plus tard pourquoi. Alors, nous sommes au mois d'août, début août, début août 1804, début août 1804 en Vendée, dans la campagne vendéenne, d'accord. Et sur un chemin de terre, hein, probablement, sur une route, circule une charrette à cheval, bon, avec un cocher, un conducteur, hein, ce que vous voulez, une charrette à cheval qui transporte un chargement. Sauf que bon, le charretier, a priori, il paraît s'être égaré. Il cherche, manifestement, il cherche son chemin. D'accord. Bon, pour, par chance, et je dirais plutôt, on saura plus tard, par malchance, il croise quelqu'un sur la route, il y a un piéton, il y a un passant sur la route, et donc le charretier lui demande son chemin. Le charretier cherche, en effet, alors nous ne sommes pas très loin d'une ville qui s'appelait à l'époque, car le nom a changé, mais c'est pas très important, une petite ville de Vendée qui s'appelle Montaigu. Voilà, Montaigu. Alors le charretier, lui, cherche un petit peu plus loin un lieu-dit qui s'appelle la Guillonnière. Voilà, et l'endroit, c'est cet endroit où habite le curé du village, tout simplement. Le curé du village qui s'appelait l'abbé Jaguenot. Jaguenot. Alors le charretier, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'est perdu, il demande au passant, un monsieur tout seul qui marche sur le chemin, il lui demande où se trouve la maison de l'abbé Jaguenot. D'accord. Le passant, lui, ça tombe très bien, c'est un gars du village. Lui dit au charretier, effectivement, vous vous êtes trompé de chemin. Prenez cette direction, il lui indique la bonne direction, c'est pas très loin, c'est peut-être à peine à 100 mètres ou 200 mètres, c'est très très bien. Bon. Les deux hommes se quittent. D'accord. Le charretier, donc, va dans la direction que l'autre homme lui a indiquée. D'accord. Et sauf que la personne, le monsieur qui était à pied, il s'aperçoit quand même que la charrette paraît vraiment lourdement chargée. Lourdement chargée par rapport, je dirais, par rapport au volume. Parce que sans doute que derrière la charrette, il devait y avoir le chargement, il devait y avoir une bâche par-dessus, quelque chose. Ce qui fait que le monsieur à pied, lui, il ne se rend pas compte, il ne sait pas ce que contient la charrette. Sauf que la charrette paraît quand même lourdement chargée, peut-être que les roues s'enfoncent un peu dans la terre, vous voyez, et ça lui semble quand même étonnant, ce poids qui paraît très important par rapport au volume. Vous savez, on apprenait ça à l'école dans le temps, c'est comme, comment dirais-je, 1 kilo de plume et 1 kilo de plomb. Évidemment, c'est toujours le même poids, ça fait toujours 1 kilo, sauf que le volume, bien entendu, c'est pas le même. 1 kilo de plume, évidemment, fait beaucoup plus de volume qu'1 kilo de plomb. Là, c'est un petit peu la même chose. Le monsieur, il est étonné. Il dit, tiens, qu'est-ce que cette charrette peut bien contenir d'aussi lourd? D'accord. Le charretier, lui, il va en direction de l'endroit où habite ce fameux curé Jaguenot. Et le monsieur à pied, par curiosité quand même, il décide de le suivre. Bon, il va le suivre un petit peu à distance, d'accord. Il voit la charrette qui rentre dans la maison, dans le jardin du curé, d'accord. Bon, lui, le monsieur qui suit à pied, il essaie surtout il se tient un petit peu à distance pour pas se faire remarquer. Il regarde un petit peu comme ça ce qui se passe au-dessus de la barrière de la maison de l'abbé, et il voit le charretier qui commence à décharger son contenu. D'accord. Bon, de loin, il semble apercevoir un petit peu des barres de fer, vraiment des grandes barres de fer, enfin vraiment qui visiblement semblent assez lourds. Alors là, bon, là il y a deux versions selon les historiens qui divergent, mais c'est
pas très important. Selon les uns, on va dire que il va entreposer ces barres de fer. On saura plus tard que c'est du plomb, c'est pas tout à fait du fer. Bon, qui va entreposer ces barres de fer dans un, dans une grange, on va dire, hein, où se trouvait où habitait le curé. D'autres, on va nous dire que il va entreposer les barres de fer dans des trous, dans une sorte de fosse qui avait été creusée au préalable dans le jardin du curé. On parlera d'un champ de navets, mais bon, c'est pas très très important. Alors, lui, le monsieur à pied, il est quand même intrigué, ça l'intrigue. Il se dit qu'est-ce que c'est que ces barres de fer et tout. Que va-t-il faire? En fait, ce monsieur, on saura plus tard que c'était tout simplement un domestique. C'est le domestique d'un notable local, on va dire, de cette petite ville qui est à proximité, qui s'appelle Montaigu. D'accord. Donc le domestique, ce monsieur qui a assisté à la scène, va aller rapporter ça à son, comment dirais-je, au fameux notable, à son maître, entre guillemets, on va dire. Hein. Voilà. Sauf que, par chance, par malchance, pour le charretier, il se trouve que ce notable en question est un fervent bonapartiste. Alors lui, ça va l'intriguer encore plus, il va dire qu'est-ce que c'est que ce chargement de barre de fer ou quoi. Il va faire épier en quelque sorte, il va envoyer plusieurs autres personnes domestiques à lui, etc. pour surveiller un petit peu les agissements, les allées et venues dans la maison du curé. D'accord. Très bien. À un point tel que il va rapporter cette affaire au juge local. Il y a un juge de paix. Ça fait dans le temps, il y avait des juges de paix. Hein, ça a été institué, ça a duré très longtemps. Moi, chez moi, il y en avait un. Et ça a duré jusqu'à la réforme judiciaire de 58, sauf erreur en France. Hein. Maintenant, les juges de paix n'existent plus. Il y a un juge de paix dans cette ville de Montaigu. Le juge de paix, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va diligenter une enquête. Il va se rendre pratiquement sur place avec d'autres, etc. pour savoir ce qu'il en est. Il va interroger naturellement le curé. Le curé va se justifier. Alors, il va s'avérer effectivement que ce sont des barres de plomb. Il y en a pour un poids très très lourd. Bon, je crois qu'il y en a environ pour 800 livres. À l'époque, on parlait. À l'époque, c'est pas grave. J'ai un téléphone qui sonne, c'est pas grave. Naturellement, il est loin de moi, je peux pas le couper. Et il y a toujours des imprévus. C'est comme ça. Et alors, le curé, ce juge de paix, va interroger. On va attendre que j'espère que la sonnerie va s'arrêter. Le juge de paix interroge la curé pour lui demander de quoi il s'agit. Il s'avère que ce sont des barres de plomb. J'ai dit environ pour une valeur de 800 livres. À l'époque, on parlait encore beaucoup en livres. Bon, ça fait l'équivalent de 400 kilos environ. Bon, c'est quand même étonnant ces grandes barres de 400 kilos. Il s'avère que c'est du plomb. Bon, le curé lui donne une explication. Il dit oui, moi vous comprenez, dans mon jardin de curé et tout. Dis bonjour. T'as dit bonjour. Attends, dis bonjour. Dis t'es belle. Allez, dis bonjour. Allez, va. Elle s'en va, c'est parfait. Elle s'en va, c'est très bien. Elle s'en va, c'est parfait, mon Dieu. Va, ma petite mère, va. Alors, l'équivalent, environ 400 kilos en plomb. Le curé, lui, il donne une version un petit peu étonnante. Il dit oui, mais moi, vous comprenez, l'été il fait chaud, etc. Je n'ai pas de puits. Dans mon jardin de curé. D'accord. Et j'ai commandé, on va dire, je me suis fait livrer du plomb pour faire des dalles. Vous savez, dans le temps, notamment peut-être en Vendée ou ailleurs, on faisait des dalles par terre, une sorte de dalles par terre, tout simplement pour le ruissellement de l'eau de pluie. L'eau coulait sur ces dalles en métal, on va dire, et on récupérait l'eau de pluie comme ça, parce que le curé n'a pas de, il a rien, il n'y a pas de source à proximité, il n'a rien du tout. Donc il dit, moi j'avais l'intention de mettre des dalles et tout, d'accord, pour récupérer l'eau de pluie comme ça pour mon jardin. Ok. Sauf que lui, il dit, moi je voulais des dalles de plomb, des plaques de plomb, sauf que à l'évidence, le livreur, le vendeur, on va dire, s'est trompé. On m'a livré des barres de plomb, non pas des plaques. Donc, lui, a priori, il paraît de bonne foi. Il dit, moi, les barres, je ne peux rien faire, à moins de les fondre
je ne peux rien faire de barre de plomb. J'ai demandé des plaques pour pouvoir étaler par terre de façon à récupérer l'eau de pluie qui va ruisseler encore une fois dessus. Bon, le juge de paix, d'accord, il note tout ça, ça lui paraît quand même un petit peu quand même étonnant, mais dans un premier temps, ça va rester comme ça. Ok. Sauf que le juge de paix, lui, va faire de son côté naturellement sa petite enquête, d'accord. Et on va apprendre peu de temps plus tard que ces barres de fer, ces barres de plomb, exactement, puisque c'est du plomb, ne tombent pas en quelque sorte par hasard, car elles ont été, l'abbé les a commandées auprès d'un monsieur qui habite pas très loin, qui habite à Bousset. Bon, Bousset, c'est pas très loin non plus, c'est une petite ville en Vendée aussi. À un homme qui s'appelait Jean-Baptiste Goguet. Bon, Jean-Baptiste Goguet, d'accord. Et lui s'était installé comme chirurgien, plus ou moins comme médecin, dans cette petite ville de Bousset. Oui, mais sauf que ce Goguet est connu des services de police, il est connu dans les services, on va dire de Fouché, il est connu comme un ancien chouan. C'était un chouan. C'était un Vendéen chouan, royaliste, bien entendu, qui avait participé pendant la Révolution aux guerres de Vendée. Bon, ensuite je passe les détails, mais comme on le sait, il y a une loi d'amnistie, etc., qui ont permis évidemment à tous ces gens-là un petit peu de rentrer en France, à la condition, comme je l'ai dit précédemment à chaque fois, à la condition qu'ils se tiennent un petit peu tranquilles. Donc lui, Goguet, il avait pris une activité comme ça de médecin dans la région, sauf qu'il faisait toujours l'objet d'une surveillance. Il était surveillé car bon, il se tenait tranquille, mais malgré tout, la police quand même le surveillait quand même de près. Donc, le juge de paix de Montaigu, lui quand même, ça l'intrigue, parce que déjà la version du curé, les barres de plomb, alors qu'il aurait voulu des plaques, c'est déjà un petit peu, je dirais, un petit peu tiré par les cheveux. Alors, maintenant, il apprend que ces barres de plomb ont été livrées par le sieur Goguet, qui lui officiellement est médecin. Il est établi plus ou moins comme médecin, mais il est surtout ancien chouan. Donc ça va alerter, je dirais, ça va alerter les autorités, essentiellement les autorités de police sur place. Voilà. Ainsi, je dirais, par cet événement, la chatte se promène. Par cet événement totalement fortuit, qui n'aurait pas dû arriver si le charretier avait trouvé son chemin, bien entendu. Il n'aurait pas eu à demander, évidemment, son chemin à ce fameux passant sur la route qui, par malchance pour lui, s'est avéré c'était un domestique, qu'il avait un patron qui, lui, était un fervent bonapartiste. Vous pensez bien que déjà ça va alerter les services de police. Ainsi donc va commencer cette affaire qui restera, je dirais, dans les archives sous le nom d'affaire Desploms. On va l'appeler l'affaire Desploms. L'affaire Desploms, donc, qui commence en août 1804, d'accord. Nous sommes à la toute fin du consulat, pour les napoléoniens, ça ne vous aura pas échappé, nous sommes au mois d'août. Au mois de décembre, Napoléon sera sacré empereur. Ça sera le début, évidemment, du Premier Empire. Très bien, très bien. Affaire Desploms, affaire qui sera appelée, dite également l'agence anglaise de Bordeaux. L'agence anglaise, mais ça on le saura plus tard. Alors, je vais arrêter là un petit peu mon récit, comme j'ai pris l'habitude un petit peu de le faire précédemment, pour faire, je dirais, un petit flashback un petit peu pour comprendre un petit peu le contexte de l'affaire. Alors, le contexte, il est simple, comme je le dis à chaque fois, pour expliquer un petit peu le contexte. Nous sommes en 1804. 1804, mois d'août 1804, c'est la fin du consulat, Napoléon est au pouvoir, il sera bientôt empereur, c'est très bien. Les guerres de Vendée sont terminées depuis un bon bout de temps. La Vendée, la Bretagne, etc. a été grosso modo pacifiée, d'accord, pas totalement, puisque la dernière fois, pour ceux qui m'ont suivi, j'ai parlé de l'affaire de l'enlèvement de l'évêque Pansemont. Alors lui, ça se passe un petit peu plus tard en Bretagne, en 1806. Là, nous sommes en 1804. Mais bon, mais je dirais que les plus gros événements contre Napoléon, les conspirations les plus importantes,
sont derrière lui. L'attentat de la rue Saint-Nicaise s'est passé. 1804, c'est une année, on pourrait dire, 1804, c'est une année chargée, puisque Cadoudal, le Vendéen, le Chouan vendéen, a été arrêté et exécuté, si je ne m'abuse, au mois de juin 1804. D'accord. Et alors en début d'année, bien évidemment, je crois que c'est au printemps, au mois de mars, a eu lieu l'enlèvement et l'exécution du duc d'Enghien. Donc ça fait déjà, pour une seule année, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Mais à cette époque, on pourrait dire que, je l'ai dit la fois précédente, tout ce mouvement royaliste vendéen a été en quelque sorte a été décapité et n'est plus vraiment en capacité d'être actif pour renverser Napoléon. Et voilà que va survenir cette affaire, alors qui finalement se trouve un petit peu coincée comme ça entre les événements dont j'ai parlé à l'instant et ensuite le sacre de l'empereur. C'est une affaire qui va alerter quand même Napoléon et Fouché, bien entendu, et d'ailleurs, et dont ils feront d'ailleurs en sorte à ce qu'elle reste quasiment inconnue, je dirais, du grand public. Dans la presse, par exemple, il n'y aura quasiment rien. C'est pour ça que cette affaire des plombs, quand on lit, quand on étudie un petit peu toutes les conspirations, les tentatives de coup d'État, d'attentats, d'assassinats contre Napoléon, cette affaire dite des plombs reste vraiment très très méconnue. Moi personnellement, je n'ai pas la prétention de tout savoir loin de là. Personnellement, je l'ignorais totalement. Donc voilà, nous sommes dans un contexte, une situation qui pourrait sembler apaisée, alors qu'en fait, cette affaire des plombs va débuter, évidemment, au mois d'août 1804. Voilà pour le contexte. En ce qui concerne le personnage, parce que vous aurez noté, contrairement à mes petites interventions précédentes, que là il n'y a pas de personnage vraiment principal. La dernière fois j'ai parlé de l'enlèvement de l'évêque, j'ai parlé de l'enlèvement pour ceux qui m'ont suivi ou qui me réécouteront plus tard, hein, si l'envie leur en prend, on va dire. J'ai parlé de l'enlèvement du sénateur Clément de Ris. Ça se passe en 1800. Ça se passe en 1800, d'accord. Là, il n'y a pas vraiment de personnage. Sauf qu'en réalité, il y a quand même un personnage principal. Sauf que ce personnage va toujours rester, je dirais, en arrière-plan. Son nom va apparaître, mais lui, on ne le verra jamais. Il ne sera jamais arrêté par la police. Alors qui est ce personnage? Ce personnage s'appelle tout simplement Forestier, Henri Forestier. Qui était Henri Forestier en deux mots? Bon, a priori, c'était pas son vrai nom, il était orphelin. Il était orphelin, peut-être, selon les versions des historiens, ça diverge, mais c'est pas très important. Peut-être élevé par un prêtre qui lui s'appelait Forestier. Donc il prendra le nom de Forestier. Bon, mais peu importe. Toujours est-il que ce Forestier, c'est un fervent vendéen, lui aussi royaliste, d'accord. Il va participer dès le début pratiquement aux guerres de Vendée. Plusieurs batailles, etc. Il sera blessé, etc. Alors lui, c'est un roturier, hein, il n'est pas noble, hein, c'est quelqu'un qui vient du peuple, comme tant d'autres, hein, comme Cadoudal, etc. Sauf que, par son courage, etc., dans les armées vendéennes, on va dire, il va se lier d'amitié. Alors moi, encore une fois, hein, j'ai dit, la Révolution, c'est pas mon rayon, et je suis pas là pour parler de la Révolution. Mais malgré tout, pour comprendre un petit peu les choses, on est bien obligé de faire parfois, bien évidemment, quelques petits retours en arrière. Et ce Forestier va devenir très ami d'un des principaux chefs vendéens, Chouan, qui s'appelle le marquis, il était marquis, sauf erreur, je crois, lui était noble, La Roche-Jatelin. D'accord. Va être vraiment très très partie liée, je dirais, avec La Roche-Jatelin. Bon, les guerres de Vendée vont s'arrêter, sauf erreur, environ 1787. La Roche-Jatelin, lui, il est tué. Il va être tué à une bataille, je ne sais plus laquelle. Ce qui fait que Forestier, dans sa région, parce qu'il y avait des commandants, vous savez, les Vendéens, il y avait des commandants de division, des commandants de région, un petit peu comme ça. Lui va se retrouver pratiquement tout seul un petit peu dans son secteur, sauf qu'après la pacification va survenir. Beaucoup de Vendéens vont accepter de déposer les armes, comme je l'ai dit. D'autres vont immigrer en Angleterre, voire même aux États-Unis, etc.
Lui, Forestier, lui, son objectif, c'est un fervent royaliste, son objectif, c'est de poursuivre la lutte. Il y aura de nouveau, je crois que c'est ce qu'on va appeler la deuxième ou la troisième guerre de Vendée, en 1799. Bon, il y aura des combats, il sera blessé à cette occasion, je crois qu'il va perdre 2 doigts, quelque chose comme ça. Il sera blessé, et là, ça va s'arrêter. Le- Cette insurrection vendéenne sera à nouveau un échec. Alors Forestier, à ce moment-là, va s'apercevoir finalement que le combat sur le terrain ne donne rien dans l'immédiat, et il va réfléchir, il va se dire, il faut déplacer, je dirais un petit peu en quelque sorte, il faut déplacer le combat contre le gouvernement en place en France, c'est-à-dire dans un premier temps évidemment le gouvernement républicain, ensuite consulaire, ensuite impérial, bien entendu. Il faut déplacer le combat sur le terrain politique. Et pour faire un combat sur le terrain, dans un premier temps politique, si on n'est pas suffisamment fort sur le terrain, je dirais sur le terrain militaire, bah, comment dirais, fédérer en quelque sorte tous les opposants à Napoléon, et il faut bien entendu trouver naturellement des financements, parce que des armes, etc., ça ne pousse pas comme ça, bien entendu, vous pensez bien, ça ne pousse pas comme ça sous les arbres, tout seul, il faut de l'argent. Donc Forestier, comme ça, va vivre pendant un certain temps. Je dirais c'est quelqu'un qui va faire des allers-retours un petit peu incessants. Alors ce type-là, c'est un véritable faux follet, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais interpellé par la police de Fouché. Jamais. Il va voyager comme ça un petit peu à travers toute l'Europe, il sera assez souvent en Angleterre, il fera des allers-retours, il reviendra en France, etc. En Suisse, en Espagne, tout ce que vous voulez, il ne sera jamais, jamais interpellé. La police avait un signalement, mais sans plus. Alors, vous pensez bien qu'il voyageait sous des faux noms, etc. Il ne sera jamais, quasiment, jamais inquiété. D'accord. Forestier a un point tel que en Angleterre, il n'était pas le seul, puisque voilà, Cadoudal, etc. Bien entendu, j'ai parlé du comte de Puiset, mais bon, je ne vais pas reprendre toutes ces histoires. Forestier en Angleterre a un point tel qu'il va approcher le comte d'Artois. Le comte d'Artois, comme on le sait, c'est le frère cadet du roi de France, du futur Louis XVIII. Le comte d'Artois, lui, il avait ses réseaux aussi, il espérait effectivement, évidemment, pouvoir revenir en France, mais c'était pas pour tout de suite. D'accord. Et ça se passe très bien pour Forestier, car le comte d'Artois va le nommer lieutenant général. Lieutenant général pratiquement de l'armée, on pourrait dire de l'armée royaliste, en exil. Donc pour lui, pour quelqu'un qui n'est même pas noble, c'est quand même, on pourrait dire, c'est quand même une belle promotion. Donc voilà. Donc Forestier, voilà, déjà il se trouve un petit peu lieutenant général, c'est très bien. Sauf que, alors, il y a cet événement, effectivement, lieutenant général, d'accord. Ensuite, il va s'adjoindre, je dirais, les services, les réseaux de ce qu'on a appelé en France l'institut philanthropique. Qu'est-ce que c'était que cet institut philanthropique qui a été créé en 1796 en 1796 par un certain Dupont, je crois, oui, tout à fait, à Bordeaux. Qu'est-ce que c'était que cet institut philanthropique? Alors, au début, il se présentait comme une association musicale. Sauf que la musique qu'il devait, à mon avis, jouer n'était pas tout à fait de la musique douce. Institut philanthropique, c'était, comme son nom l'indique, c'était un petit peu, je dirais, pour faire des œuvres de bienfaisance, de charité, tout ce que vous voulez. Officiellement, cet institut philanthropique, sous le consulat, à partir de 1799 du coup d'État de Brumaire, se présentait comme favorable au gouvernement consulaire. Favorable à Bonaparte, parce que Bonaparte ramène la paix en France, c'est très bien, d'accord. Favorable à Bonaparte, ok. Hostile aux républicains, hostile aux jacobins, d'accord. Et puis, je reprends un petit peu mes notes, tout à fait, exactement, c'est tout à fait ça. Très bien, institut philanthropique. Cet institut philanthropique va prendre de l'ampleur à un point tel où il aura toutes sortes, je dirais, de succursales, on pourrait dire,
pratiquement dans toute la France, au moins au minimum une quarantaine de départements. Ça devient très important. Sauf que, vous l'avez compris, cet institut philanthropique, en réalité, il n'est pas du tout favorable à Napoléon. Cette présentation favorable à Napoléon, bien entendu, je dirais que c'est un paravent. C'est un paravent. C'est une couverture, en réalité, qui cache des activités royalistes. Le véritable objectif de cet institut philanthropique, c'est bien entendu de rétablir le roi de France sur son trône. D'accord. Alors, Forestier, lui, va contacter cet institut philanthropique. Oui, viens, allez, viens, youp, viens, regarde, tu viens, allez, viens, tu veux pas venir, youp, non, elle veut pas venir, c'est pas grave, regarde, non, c'est toujours le même problème, allez, viens, dépêche-toi, hop, youp, mais alors, t'es pas marrante, hein, non, mais tu chantes, hein, oui, bonjour, t'es pas marrant. J'ai beau mettre deux chaises, il n'y a rien à faire. Hein. C'est toujours pareil. Regarde, à côté. Allez hop, c'est ça. Allez, elle a dormi toute la journée, mais naturellement à 6h du soir, elle est réveillée. Bon, mais oui, mais t'es chiante. Hein. Donc, Forestier va pouvoir, je dirais, bénéficier du réseau de cet institut philanthropique qui a été fondé à Bordeaux pour fomenter l'insurrection. Car ce que Forestier espère, lui, c'est fomenter une insurrection dans, je dirais, tous les départements de l'ouest de la France. C'est-à-dire non seulement la Vendée, mais également la Bretagne et plus au sud, la région du Poitou, la région de ce qu'on appelait dans le temps la Guyenne, c'est-à-dire la région de Bordeaux, Bayonne, les départements du Lot, etc. Vraiment toute cette zone-là. Voilà. Ça, c'était son objectif. D'accord. Les choses, je dirais, les pièces du puzzle se mettent en place. C'est très très bien. Nous sommes pratiquement en 1799. Lui, il a pratiquement son réseau. Il est soutenu par le comte d'Artois, comme je l'ai dit, et les Anglais, sont toujours un petit peu naturels et réticents, mais a priori seraient disposés à financer un petit peu tout ça. Sauf que ça va capoter. Pourquoi? Puisqu'en 1799, c'est le coup d'État, naturellement, de Brumaire, Napoléon prend le pouvoir. Alors, dans un premier temps, le réseau de Forestier va être mis un petit peu en sommeil. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit une fois, un certain nombre, alors déjà il y a les royalistes, certains qui vont, les immigrés naturellement, qui vont se rallier à l'empereur, qui vont rentrer en France, il y a ceux qui vont rester totalement à l'écart, et puis il y a ceux qui vont être un petit peu, je dirais, j'ai parlé d'Aille de Neuville une fois, etc., voire même Cadoudal d'ailleurs, que Napoléon, il y aura une entrevue, vont être un petit peu dans l'expectative, c'est-à-dire ces gens-là, qu'est-ce qu'ils espèrent un petit peu, c'est que Napoléon, une fois rétabli l'ordre en France, et bien naturellement, accepte de rétablir la monarchie. Comme on sait, bien entendu, ça ne se passera pas du tout de cette façon. Donc, Forestier, lui, il va rester pendant ces années, je dirais, l'arme au pied. Il attend. Il est réduit un petit peu pendant un petit moment. Tout à fait, exactement, c'est ça. Oui, tout à fait. À attendre un petit peu, effectivement, que les choses se décantent. Nous en arrivons donc en 1804. Alors, avant d'arriver en 1804, Forestier, on va s'apercevoir, puisque surtout au moment de l'exécution du duc d'Enghien, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas de retour en arrière possible pour un rétablissement de la monarchie en France. Et Napoléon ensuite va être sacré empereur. D'accord. Donc Forestier, lui, va tisser tout son réseau, tout l'ouest de la France, par le biais, comme je l'ai dit, par l'intermédiaire de cet institut philanthropique, lequel aura des ramifications également à l'étranger, c'est-à-dire notamment en Suisse et également en Espagne, et bien entendu en Angleterre. Alors les Anglais, eux, sont assez disposés, je dirais, à financer tout ça, sauf qu'il y a également le projet de Cadoudal. Alors, comment on le sait? Je ne vais pas parler de Cadoudal. Comment on le sait, Cadoudal? 1804.
sa tentative, naturellement, l'attentat d'enlèvement du premier consul va échouer. Cadoudal est arrêté, naturellement il est arrêté, Pichegru, etc. sont arrêtés, et Cadoudal est guillotiné. Donc les Anglais qui en quelque sorte avaient deux fers au feu, je pourrais dire, Cadoudal, Forestier, il ne leur reste plus, il ne va plus leur rester pratiquement que la carte Forestier. D'accord. Donc, dans ces conditions, les Anglais acceptent de financer le projet de soulèvement de Forestier. Très bien. L'objectif de Forestier, c'était de soulever tout l'ouest de la France de façon à prendre en quelque sorte Napoléon en tenaille. C'est-à-dire de l'autre côté, vous aviez naturellement les coalitions, l'Autriche, tout ce que vous voulez, la Prusse, etc., contre la France, naturellement. Et avec ce soulèvement de tout l'ouest de la France, Napoléon allait en quelque sorte être pris un petit peu en tenaille. Il y avait ça, il y avait aussi cet objectif d'insurrection dans l'ouest de la France, avait aussi pour objectif, si possible, de contrarier, car comment dirais-je, cela ne vous aura pas échappé, nous sommes en 1804, avait pour objectif de contrarier le camp de Boulogne. Car vous savez que les années 1804-1805, c'est les années effectivement du camp de Boulogne où Napoléon avait projeté d'envahir l'Angleterre. Comme on sait, il n'y aura pas d'envahissement de l'Angleterre. Il y aura la bataille d'Austerlitz, le camp de Boulogne sera démantelé. Donc ça, c'est l'objectif de Forestier. J'en ai donc pratiquement terminé pour vous expliquer qui était ce personnage Forestier et quel est le contexte dans lequel va survenir cette affaire des plans. Donc, par conséquent, lorsque nous arrivons début août 1804 en Vendée, eh bien, le projet, je dirais, de Forestier arrive à son terme. Lui, il a son réseau partout, il a le financement en lait, il ne resterait plus pratiquement qu'à distribuer des armes, de la munition, des poudres, etc. Et, naturellement, beaucoup de partisans vont se soulever en sa faveur. L'Institut philanthropique, d'ailleurs, j'ai lu quelque part, à un moment donné, dans une région, ils avaient dénombré pratiquement jusqu'à 10 000 partisans. 10 000 partisans qui étaient prêts à combattre. C'était quand même, pratiquement dans un seul département. C'était quand même énorme. Cet institut philanthropique, c'est en réalité plutôt une société secrète. C'est une société secrète royaliste, qui était quand même surveillée par la police. À un moment donné, elle sera démantelée, mais elle renaîtra en quelque sorte de ses cendres avec de nouveaux dirigeants. Et là, en quelque sorte, la police de Fouché ne va pas voir le coup, si je puis dire, venir. Sauf que, au moment où Forestier a tissé toute sa toile, où il a fait toute cette organisation, il ne reste plus, entre guillemets, qu'à passer à la seconde phase, on pourrait dire la phase de l'action. Malheureusement, son projet, son complot va capoter à cause de cet événement totalement fortuit dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire le fameux charretier qui vient porter des barres de plomb chez un curé de campagne. C'est vraiment pas de chance, mais voilà, mais c'est ainsi. Alors, 50 minutes, mais on n'a pas commencé 50 minutes. Hein. C'est toujours la même problématique. Hein, excusez-moi. Alors, je vais reprendre. Je vais reprendre le récit. Je vais reprendre mon récit où je l'avais laissé tout à l'heure. C'est très bien. Les choses sont en place. Il n'y aurait plus pratiquement qu'à distribuer effectivement les armes, etc. Puisque tout ça peut arriver, bien entendu par l'intermédiaire des Anglais qui acceptent de financer le projet de Forestier. C'est très bien. Sauf que début août 1804, il avait été prévu un transport d'un chargement de ces fameuses barres de plomb à partir du port de la ville de Nantes, lequel chargement officiellement devait aller du port de Nantes jusqu'au port de La Rochelle.
plus bas, La Rochelle, c'est la Charente. Et cela ne vous aura pas échappé, je ne sais pas, pour ceux qui ont regardé mon invitation, mais il fallait le savoir, c'est pas évident. Sur mon invitation, j'avais mis une gravure ancienne du 18e siècle, je pense, pardon. La chatte est en train de dormir, c'est parfait. C'est très très bien, mon Dieu. Une gravure du 18e qui représente le port de Nantes. Donc, ce chargement devait effectivement partir de Nantes pour aller jusqu'en Charente, jusqu'à La Rochelle. Sauf que le bateau, naturellement, vous avez compris, il fait un petit détour, il ne va pas aller jusqu'à La Rochelle, il va s'arrêter en Vendée pour transporter ces fameuses barres de plomb dans cette petite localité qui s'appelle Montaigu. Les barres de plomb, vous aurez compris, naturellement, c'est pas une barre de plomb, c'est pas comme l'a expliqué le curé pour récupérer de l'eau de pluie, ça n'a rien à voir. Ces barres de plomb, naturellement, étaient destinées à être fondues, bien entendu, pour fabriquer des balles, des balles de fusil, des balles de pistolet, bien entendu. Voilà. Alors, je vais reprendre mon récit brièvement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le juge de paix du petit patelin là, qui s'appelle Montaigu interroge le curé. Ça lui semble dans un premier temps un petit peu curieux. Quand on apprend que c'est ce fameux personnage dont j'ai cité le nom tout à l'heure qui s'appelle Goguet, que c'est ce personnage qui a livré les barres de plomb, naturellement ça semble encore plus curieux, sachant que c'est un ancien vendéen. Donc, c'est quand même les autorités sont très dubitatives. Et va se produire un événement dont Fouché, naturellement, Fouché et Napoléon vont être prévenus tout de suite, c'est la disparition de Goguet. Parce que ce monsieur Goguet, dans un premier temps, il va essayer de se justifier, il va prendre les devants en quelque sorte, il va dire oui mais moi effectivement, oui donc ok, j'ai pu me tromper dans la livraison pour le curé, il voulait des plaques de plomb. Bon, moi j'ai livré des barres, j'en ai pris beaucoup plus que prévu, j'ai parlé de 800 livres environ, j'en ai commandé beaucoup plus que prévu au port de Nantes, parce que dans la région, il y avait des propriétaires, on va dire, de maisons qui eux aussi avaient besoin de plomb pour faire des réparations, etc. Donc j'en ai commandé, je dirais, un stock beaucoup plus important. Lui va essayer de se justifier comme ça. Bon, ça paraît un petit peu curieux, mais dans un premier temps, la police locale, je dirais, n'a pas vraiment d'arguments, on peut dire, contre lui. Il n'y a que des présomptions. Alors ils vont le mettre sous surveillance, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que certains Vendéens, et ce fameux Goguet notamment, en l'occurrence, avaient accepté de se tenir tranquille. Comme je l'ai dit, lui, il avait pris une activité de médecin, mais par contre, ils étaient surveillés. Et généralement, ils étaient surveillés, ils étaient un petit peu assignés à résidence, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de quitter le département, leur région. S'ils voulaient quitter leur région, il leur fallait très probablement un laissez-passer de la police ou de la gendarmerie, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, dans un premier temps, ils n'ont pas vraiment de preuves. Sauf que pendant ce temps-là, pendant que Goguet, lui, il est venu raconter sa petite version, lui, vous pensez bien que pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va se dépêcher de prévenir, bien entendu, les autres personnes, naturellement, les principaux comploteurs, les principaux chefs du réseau de forestiers, bien entendu. Parce que il faut s'empresser, je dirais, de faire disparaître les preuves. Et, comme on l'apprendra plus tard, il y avait d'autres dépôts de plomb que celui-là. D'accord. Donc, voilà. Et à ce moment-là, va se passer un événement dont Napoléon va avoir connaissance, et je vais récupérer le, le document. Alors malheureusement je ne vois pas clair, c'est toujours pareil. c'est toujours pareil, bien entendu. Je vais essayer de... non, c'est pas ça. Je vais essayer de vous lire juste un petit extrait. J'ai mis un petit post-it mais je ne vois rien. Et j'avais prévu naturellement... Parce que je porte pas de lunettes, je sais, c'est pas bien. Et voilà. Donc je joue les Sherlock Holmes avec ma petite loupe. Et je vais vous lire un petit extrait. Je vais vous lire, oui.
Alors voilà, alors donc effectivement, je vous ai dit à l'instant, Forestier, bah lui, naturellement, il essaie de faire disparaître toute trace, bien entendu. Et voici ce qu'on nous dit, effectivement, voici ce qu'on nous dit. Il était temps, car le 28 août, effectivement, une note écrite, donc destinée à Napoléon, précise que Goguet a quitté sa commune sans autorisation. Quitter sa commune sans autorisation. Goguet, il a filé à l'anglaise, si j'ose dire. Il est parti, évidemment. Il est parti dans la clandestinité. Donc là, bien entendu, cette fois-ci, la police de Fouché n'a évidemment plus aucun doute sur le caractère, bien entendu, sur le caractère frauduleux de cette histoire de barre de plomb. Alors, la machine judiciaire et policière va s'emballer très rapidement. Car le curé, l'abbé Jaguenot, très rapidement, lui, va être transféré à Paris. Il va être transféré à Paris, à la prison de la Conciergerie. Conciergerie à Paris. D'accord. Sur les quais de Seine, Conciergerie. Bon. Bref, peu importe. Là, il va être interrogé, naturellement. Et le curé, je dirais, lui, Jaguenot, peut-être pas très courageux ou autre, eh bien, si j'ose dire, pour parler vulgairement, il va se mettre à table rapidement, c'est-à-dire qu'il va avouer, effectivement, ce complot, naturellement. Il va donner des noms, et il va dire, effectivement, ce Goguet qui m'a vendu, entre guillemets, ces barres de plomb, d'accord, c'est un ancien royaliste chouan, ça on le savait déjà, c'est pas un scoop. Mais il est derrière, effectivement, toute une conspiration qui se met en place pour soulever une insurrection royaliste dans les départements de l'ouest de la France. Donc, voilà, toute l'affaire, naturellement, toute l'affaire est révélée. Alors, l'abbé Jaguenot donne plusieurs noms comme ça. Alors, vous pensez bien qu'il va y avoir assez rapidement des coups de filet et des arrestations, d'autres arrestations un petit peu partout, en Vendée, mais également, comme je l'ai dit, dans la région de Bordeaux, où se trouvait le siège de l'Institut philanthropique. Très rapidement, les services de Fouché, etc., vont être convaincus que la tête pensante, je dirais, de cette affaire se trouve en quelque sorte à Bordeaux, et surtout que le chef, le chef de toute cette conspiration des plombs, se nomme naturellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fameux Henri Forestier. Donc les choses vont très vite, et dans un rapport de police qui est fait à Fouché, et que Napoléon en avait connaissance, puisque comme on sait, Fouché faisait des rapports réguliers de police à l'empereur. Donc un rapport de police est effectué effectivement, que je vais vous citer tout à fait. C'est un rapport de la division de sûreté générale au ministre de la police. C'est un service du ministère. Voilà, c'est un service du ministère. Alors, je vous cite brièvement, en recherchant avec attention les agents supérieurs de la trame, dont on a saisi à Nantes les agents subalternes, parce que dans un premier temps, évidemment, on va arrêter naturellement des seconds couteaux, bien entendu. On ne doit pas perdre de vue une indication d'un des complices, et qui est fondamental, à savoir que le foyer de cette trame est à Bordeaux, comme je viens de vous le dire, et communique avec l'Angleterre par le Portugal en traversant l'Espagne, etc., etc. Après, il y a tout un petit détail. Un vaste plan est organisé contre le midi de la France. D'accord. On veut lier cette combinaison à la Vendée par Bordeaux et la côte de La Rochelle. D'accord. Les expéditions qui se préparent, etc. D'accord. Et donc la trame, le complot, on va dire, ourdi récemment contre Nantes et la Vendée, et le produit de cette intrigue, c'est la dernière phrase qui est importante, de cette intrigue, qui a son foyer, son origine, on va dire, qui a son foyer, sa caisse. Alors sa caisse, c'est l'argent, naturellement, le financement. Cette intrigue qui a son foyer, sa caisse, et ses moyens principaux, les munitions, les armes et tout ce que vous voulez, et ses moyens principaux à Bordeaux. Voilà. Et cette note, effectivement, qui est un rapport écrit qui est adressé par la division de la Sûreté Générale à Fouché,
Cette note est datée du 18 septembre 1804. Donc 18 septembre 1804, vous voyez, à peine un mois et demi après cet événement, l'événement fortuit de, comme je l'ai dit tout à l'heure, du fameux charretier qui cherchait son chemin. Voilà tout. Euh, voilà, donc, alors, je reprends un petit peu mon récit. Donc les choses vont aller rapidement, tout à fait. Tout le réseau qui avait des ramifications effectivement en Suisse, dans l'ouest de la France, également en Espagne. En Espagne, pourquoi? Parce que en Espagne, il y avait surtout une banque espagnole. Alors, l'enquête va se transporter également en Espagne. On va procéder à des arrestations également en Espagne. Banque espagnole, que faisait cette banque espagnole? Elle recevait l'argent, naturellement, d'Angleterre, l'argent des Anglais, naturellement. Comment dirais-je, à l'époque on parlait pas encore de blanchiment d'argent, mais on pourrait dire c'est presque un petit peu ça. Voilà. Et cette banque espagnole recevait l'argent anglais et elle le transférait, elle tirait des traites, je pense, des traites aux porteurs sur une banque de Bordeaux. Voilà pourquoi cette affaire, qu'on appellera l'affaire des plombs, vous l'avez compris, des plombs pour fabriquer des balles, et bien voilà pourquoi cette affaire sera également appelée l'agence anglaise de Bordeaux. Parce que cet argent anglais qui transitait par les banquiers espagnols était ensuite transféré chez des banquiers, ou chez même des particuliers, peut-être d'ailleurs, des particuliers à Bordeaux. À Bordeaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, où se trouvait la tête, je dirais, le siège en quelque sorte de ce fameux institut dit philanthropique. Donc voilà. Donc nous sommes au mois de septembre, c'est-à-dire à peine un mois après l'événement du petit village, comme je l'ai dit, de Montaigu. Fouché et Napoléon, ils ont une vision, je dirais, très claire de la situation. Bon, l'objectif va être de ne pas en parler, parce qu'on peut comprendre pourquoi. Parce que cette affaire survient après l'exécution du duc d'Enghien, comme je l'ai dit, après l'exécution de Cadoudal. Elle survient après ça. Et elle survient, en plus, juste avant le couronnement de l'empereur, qui lui aura lieu le 2 décembre de la même année. Alors vous pensez bien que si on commence à raconter partout, à dire dans la presse, etc., qu'un vaste complot avait pour objectif de soulever tous les départements de l'ouest de la France, et que ce complot, financé par les Anglais, passant par le duc d'Artois, avait des ramifications dans l'Europe entière, parce que j'ai parlé de l'Espagne, le Portugal, la Suisse, etc., vous pensez bien que ça fait quand même un petit peu désordre, et Napoléon fera en sorte que cette affaire soit totalement, je dirais, passée sous silence. C'est sans doute une des raisons pour laquelle, de nos jours, beaucoup d'historiens n'en parlent pas. D'accord. C'est ainsi. Alors, j'en ai terminé quasiment avec mon petit récit. C'est très très bien. L'instruction, comme je l'ai dit, on va arrêter un certain nombre de personnes. Dans un premier temps des subalternes, après on va arrêter un petit peu plus quand même des acteurs principaux, notamment à Bordeaux. Le fameux Goguet, lui, va être interpellé. Il va être interpellé, d'autres vont être interpellés. Forestier, qui est vraiment le chef, lui, s'enfuit, passe, comme je l'ai dit, au travers des mailles du filet. Il va se réfugier en Angleterre. Il ne sera jamais interpellé. Les choses vont traîner comme ça un petit peu en longueur pendant tout le courant de l'année suivante, de l'année 1805. Pourquoi ? Parce que Fouché se rend compte que, bon, c'est très bien, mais tous les gens qu'on a arrêtés, les Goguet, il y en avait un autre qui s'appelait Rolac, dont je parlerai plus tard, ce sont un petit peu des subalternes. Ce ne sont pas vraiment les chefs. Le principal chef, c'est Forestier, qui lui s'exile, se réfugie en Angleterre. Il y avait un certain Céris également, lui va s'exiler sauf erreur aux États-Unis. On ne mettra jamais la police
napoléonienne ne mettra jamais la main dessus. Donc Fouché va traîner un petit peu cette affaire dans le courant de 1805 en espérant pouvoir les arrêter. Sauf que ça ne sera pas le cas. Et à un moment donné, on pourrait dire que Napoléon va en quelque sorte un petit peu siffler, on va dire un petit peu siffler la fin de la récréation, on pourrait dire un petit peu, et c'est-à-dire de faire en sorte qu'un procès ait lieu tout à fait. Voilà. Donc, une commission, un tribunal militaire va se mettre en place. Le tribunal va siéger à Nantes. Il y aura quasiment une vingtaine de prévenus pratiquement, et le tribunal rendra sa décision l'année suivante, donc plus d'un an plus tard après les événements, le 11 décembre 1805. Bon, le verdict est relativement clément entre guillemets, c'est-à-dire que il y aura un seul condamné à mort, c'est le personnage, j'en ai parlé au tout début, le personnage Goguet, le fameux chouan qui exerçait une activité de médecin, enfin officiellement. Voilà. Lui, il est condamné à mort. Il s'est évadé, il a changé de région, il s'est caché quelque part, il a été interpellé ensuite. Lui, Goguet, l'infortuné, je pourrais dire, sera le seul condamné à mort. Il va y avoir des condamnations en prison, 2 ans, 3 ans de prison. L'abbé Jaguenot, lui, va écoper d'1 an de prison. Bon, il n'était pas parmi les plus responsables, il était là uniquement pour cacher des barres de plomb, bien entendu. Ce que j'ai oublié de dire au passage, c'est quand même important, c'est que dans le déroulement de la procédure, eh bien, on va découvrir rapidement, l'affaire débute, comme je l'ai dit, début août 1804, dès le mois de septembre, on va découvrir d'autres stocks de plomb, d'autres caches de barres de plomb. Voilà. Et non seulement on va découvrir des barres de plomb, mais on va découvrir avec des moules à balles, des moules pour fabriquer des balles de fusil, des balles de pistolet. Donc là, il n'y a absolument plus aucun doute, c'était bien entendu pour déclencher une insurrection royaliste. Il n'y a absolument plus aucun doute là-dessus. D'accord. Alors, le tribunal militaire rend son verdict, comme je l'ai dit, l'année suivante, en décembre 1805. Un condamné à mort, Goguet. Quelques condamnations, mais vraiment assez légères, 2-3 ans de prison. L'abbé Jaguenot prend 1 an. Tous les autres, quasiment, sont acquittés. Bon. L'affaire pourrait en rester là. Et à cette occasion, j'ai récupéré effectivement ma petite documentation. C'est la seule information qui va sortir dans la presse, dans un journal qui s'appelait le Journal de l'Empire. Moi, je me suis demandé sur le moment, le Journal de l'Empire. Le Journal de l'Empire, qu'est-ce que c'était ? C'était tout simplement le Journal des débats. Le Journal des débats, c'est un journal qui avait été créé sous la Révolution, mais qui, sous l'Empire, parce que Napoléon voulait les surveiller sans doute un petit peu la rédaction du journal, le Journal des débats va changer de nom, il s'appellera Journal de l'Empire. Il reprendra son nom de Journal des débats ensuite sous la Restauration, et il me semble bien qu'il paraîtra jusqu'à la fin du 19e siècle. Et que nous dit le Journal de l'Empire du 22 décembre 1805, donc après le jugement rendu par le tribunal militaire, du 22 décembre 1805, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, je cite, une commission militaire, effectivement, à Nantes, a condamné à la peine de mort, bien sûr, a condamné à la peine de mort les nommés Goguet, Séris, Forestier, Papin, d'accord, convaincus d'avoir trempé dans une conspiration qui tendait à favoriser l'entrée des ennemis sur le territoire français, d'accord, pour renverser le gouvernement actuel. Goguet seul a subi son jugement le 24 décembre de ce mois, les autres condamnés étant contumaces. Voilà. Goguet est le seul fusillé, il sera fusillé à Nantes. Les autres, comme je l'ai dit, Forestier, Séris, effectivement, seront condamnés à mort par contumace, et pour cause, puisqu'ils ne seront jamais arrêtés, ils se sont
enfui à l'étranger. D'accord. Là-dessus va survenir un événement, bon, peut-être pas très heureux, mais bon, je dis ça pour les Napoléoniens, bouchez-vous les oreilles. C'est-à-dire qu'on peut lire effectivement que lorsque Napoléon aura connaissance, alors là nous sommes sous l'Empire, c'est 1805, lorsque Napoléon aura connaissance du verdict, je dirais, du tribunal militaire de Nantes, il va juger que la décision qui a été rendue est un peu trop clémente. Un peu trop clémente. Et, moi je l'ai lu sous la plume pratiquement de 2 auteurs, donc je pense que c'est vrai. Il faudrait faire plus de recherches. Et Napoléon va donner des instructions, pour que le verdict soit revu un petit peu, je dirais, à la hausse. Il va donner des instructions à Fouché à l'intermédiaire de Réal. Réal, vous savez, c'était le préfet de police. Mais à cette époque, en 1805, à mon avis, il n'est pas encore préfet de police de Paris. Il me semble qu'il devait être conseiller d'État ou quelque chose comme ça. Toujours est-il que le jugement va être aggravé. Bon, Goguet, lui, est condamné à mort, on peut pas faire plus. Par contre, certaines personnes, certains protagonistes, je dirais, de second plan, qui avaient été acquittés par le tribunal militaire, et bien finalement, eux vont écoper d'une peine, c'est-à-dire qu'on va les, comment dirais-je, Napoléon pratiquait assez souvent ça, hein, notamment pour on sait, pour Chateaubriand, c'est-à-dire qu'on va les condamner, entre guillemets, on va les interdire de séjour. C'est-à-dire que ces gens-là, par exemple, qui habitaient en Vendée ou à Bordeaux, eh bien, ils vont devoir se déplacer un petit peu plus loin, ailleurs, dans d'autres départements. Ils auront interdiction, pendant un certain nombre d'années probablement, de revenir dans leur région, d'origine. Voilà, il y aura ça. Il y aura ça, et les 3, je crois qu'ils étaient 3 qui ont été condamnés à des peines de prison, dont l'abbé Jaguenot, comme j'ai dit. Eh bien, eux, ils vont purger leur peine, mais on va les conserver en prison. On va les garder quand même, je dirais, sous surveillance. Et que va-t-il se passer? C'est pour ça que je disais, bon, bref, c'est ainsi. Vous avez compris ce qui va se passer. C'est-à-dire que l'abbé Jaguenot, il a été condamné à 1 an de prison. En réalité, malgré l'intervention, j'ai même lu, malgré l'intervention de son évêque, il va rester en prison tout le temps. Ces gens-là, on va les oublier. Pensez bien que Napoléon, etc., Fouché, il avait autre chose à faire. Ces gens-là, je dirais que la machine judiciaire va les oublier et ils vont croupir comme ça en prison, malgré l'intervention, malgré de certaines personnes, malgré qu'ils vont tenter d'écrire, si vous voulez, au ministre, etc. Eh bien, ils vont croupir, ils vont rester en prison jusqu'en 1814, jusqu'à la fin de l'Empire. L'abbé Jaguenot, notamment, sera libéré à la Restauration en 1814, et après il sera curé d'une paroisse. Voilà. Bon. Comme quoi que la justice à l'époque était, il faut bien le dire, plus sévère qu'aujourd'hui. Mais bon, là, évidemment, c'est quelque chose qui heurte, je dirais, notre conception à nous, hommes et femmes du XXIe siècle, notre conception, je dirais, de la justice. Parce que vous êtes condamné à 1 an, vous faites votre peine, vous êtes libéré. On ne va pas vous garder comme ça au secret pendant des années. Voilà. Mais c'est ainsi. J'en ai donc pratiquement, tout à fait, pratiquement, c'est très très bien. 1h14, on me reproche toujours de parler de trop. et je pense pratiquement vous avoir tout dit. Je vais faire un petit résumé. Oui, c'est très très bien. Parfait, oui, ça c'est très très bien, bien sûr. Alors j'ai oublié de vous dire, alors en ce qui concerne le personnage principal, qui finalement n'apparaît jamais, Forestier, il y a son nom, c'est lui le chef, mais on ne le voit jamais, lui, je dirais, sur le terrain. Forestier, lui, ne connaîtra pas pratiquement la suite, car il va se réfugier en Angleterre, et il décédera effectivement de maladie ou des suites de ses blessures précédentes lors des guerres de Vendée, probablement. Il décédera à Londres l'année suivante, en 1806. Voilà.
Donc ainsi se terminera l'existence de ce fameux, je dirais, de ce fameux personnage Henri Forestier. Voilà. Cette affaire des plombs, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut voir, je pense, c'est que c'était un complot euh, qui était sur le point, en quelque sorte, d'éclater, pratique, puisqu'on en était à distribuer ces barres de plomb pour fabriquer des balles. L'argent venait d'Angleterre, les armes, etc. Il n'y avait plus pratiquement qu'à fomenter le soulèvement. Sauf que cette conspiration dite des plombs, dite également agence anglaise de Bordeaux, vous avez compris pourquoi, voilà, eh bien en quelque sorte va être, je dirais, tué dans l'œuf au moment où Forestier pratiquement allait presque passer à l'action, va être tué dans l'œuf en raison d'un événement totalement fortuit qui n'aurait jamais dû se produire. Car comme j'ai oublié de vous le dire, pour vraiment faire le lien et comprendre un petit peu les choses, c'est que ce fameux charretier, et je vais reprendre le tout début de mon entretien, ce fameux charretier, lui, qui transporte ses barres de plomb chez le curé, lui ne connaît pas la région, il arrive avec sa charrette. Bon, je ne sais pas d'où il venait, il arrive avec sa charrette. Il demande à un passant, il n'a pas de chance, le passant c'est un domestique d'un fervent royaliste, d'un fervent bonapartiste, pardon, il va aller raconter toute l'histoire tout de suite. Bon, c'est bien. Ce charretier, qu'est-ce qui s'est passé? Ce charretier, il avait reçu des instructions de notre fameux personnage, Goguet. Lui, il habitait, Goguet, comme je l'ai dit, n'habitait pas très très loin, il habitait à, j'ai pas regardé en kilomètres ce que ça représente sur une carte, il habitait dans une ville qui s'appelait Bousset. Bousset, vous chercherez vous-même sur une carte éventuellement, ça se trouve toujours en Vendée. Sauf que Goguet, un peu tête en l'air peut-être, n'a pas fait le boulot complètement. Lui, il avait pour instruction d'accompagner le charretier jusque chez la maison de l'abbé Jaguenot. Goguet, lui, il habitait le coin, il connaissait l'abbé Jaguenot. Mais qu'est-ce que va faire je pourrais presque dire, pour parler vulgairement, cette andouille de Goguet? Qu'est-ce qu'il va faire, Goguet? Il ne va pas accompagner le charretier. Il va dire au charretier, toi, mon gars, tu prends ce chemin-là. Tu vas aller porter les barres de plomb chez l'abbé. Tu prends, il avait peut-être faire un plan, j'en sais rien. Hop, tu y vas. Mais Goguet, il est resté chez lui. Mais sauf que, vous l'avez compris, le charretier, il va se tromper de chemin avec sa charrette. Il se trompe de chemin. Et c'est vraiment la fatalité. Pour retrouver son chemin, la direction de la maison du prêtre, il va demander à un passant sur la route qui est un fervent bonapartiste. Donc cette affaire n'aurait jamais dû être révélée si Goguet avait accompagné tout simplement le charretier jusqu'à destination. Et à la fin, Goguet, l'infortuné, le paiera de sa vie, puisque c'est paiera de sa vie, je dirais, sa bévue, on peut dire vraiment sa bévue, sa grosse bévue, puisque non seulement il va faire capoter tout ce projet de conspiration échafaudé par Henri Forestier, mais en plus il va le payer de sa vie, il sera le seul condamné à mort. Donc c'est vraiment, pour lui c'est vraiment malheureux, mais en même temps il a dû s'en vouloir énormément une fois en prison. C'est vraiment de sa faute. C'est vraiment de sa faute. Donc c'est très très bien, j'en ai fini avec cette affaire des plombs. J'en ai pratiquement fini. Ça m'a paru intéressant d'en parler. Pourquoi? Parce que cette affaire des plombs, vous l'aurez compris, avait des ramifications dans une bonne partie de l'Europe avec un financement anglais. Donc, on pourrait dire que cette conspiration qui finalement a échoué, elle a avorté avant de pouvoir passer à l'action, et bien par son ampleur, on pourrait dire par le nombre également, car il y a un nombre incalculable, moi je ne vous cite que quelques noms, mais alors elle avait des ramifications partout avec un nombre incalculable de royalistes, et également par son financement anglais. C'est une conspiration qui avait une ampleur, je dirais, beaucoup plus importante que le projet de Cadoudal, même le projet qui lui a abouti, comme notamment l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Vous pensez bien. Cette conspiration des plombs avait une ampleur beaucoup plus importante. Et si Forestier avait pu, s'il n'y avait pas eu cet événement malheureux du charretier, si Forestier avait pu la mener jusqu'à son terme, on peut penser qu'elle avait peut-être de bien meilleures chances, en tout cas,
de réussir. C'est pour ça que Napoléon et Fouché vont la prendre très très au sérieux, comme je l'ai dit au début, et la presse n'en parlera absolument pas, sauf comme je vous ai cité tout à l'heure le texte, c'est-à-dire la décision du jugement rendu par le tribunal militaire l'année suivante, en 1805, qui annonce simplement les condamnations. Ainsi se termine cette conspiration des plombs. Voilà, c'est parfait. 1h20, on va pas tarder. Juste pour en terminer sur un petit point, je vous ai parlé au début effectivement j'ai parlé du Comte d'Artois, Institut philanthropique, le Comte d'Artois, etc. Bon, nous sommes en 1805. Après, comme je l'ai dit à chaque fois, il n'y aura plus de conspiration royaliste d'ampleur. Les royalistes vont rester surtout, il faut bien le dire, en exil en Angleterre. Ils vont s'apercevoir, ils vont bien se rendre compte à un moment donné que espérer renverser Napoléon de l'intérieur de France, en fomentant une insurrection, un attentat, etc., relève de l'utopie. On ne peut pas renverser Napoléon, qui s'est installé au pouvoir. Comme on sait, Napoléon il sera renversé plus tard, mais ça viendra malheureusement des coalitions successives et des guerres à l'étranger, bien entendu. Donc tout ce réseau, Forestier lui va mourir l'année après, mais le réseau de l'Institut philanthropique dont j'ai parlé, lui va se mettre, bon, il est démantelé, il est décapité puisque certains chefs sont arrêtés, mais il va se mettre en sommeil, je dirais, ça va devenir un petit peu ce qu'on appellerait de nos jours dans l'espionnage un réseau dormant, une sorte de réseau dormant. Il va rester comme ça pendant toutes les années, d'accord, jusqu'à la toute fin de l'Empire, où ils vont ressortir en quelque sorte, ils vont sortir de la clandestinité, bien entendu, à un point tel que ils participeront, moi je connaissais assez peu cet événement, mais bon, les membres, anciens membres on va dire, de cet institut philanthropique, participeront à la journée du 12, la journée du 12 mars 1814. Qu'est-ce qui se passe le 12 mars 1814 ? Comme on le sait, c'est la fin de la campagne de France. Napoléon va abdiquer à Fontainebleau, d'accord ? Le sud de la France est investi puisque l'armée anglaise de Wellington a gagné en Espagne et va venir, comme on sait, jusque sous les murs de la ville de Toulouse, d'accord ? Voilà, l'ouest de la France va se trouver pratiquement sous occupation anglaise, les royalistes naturellement reviennent, et la journée du 12 mars 1814, ce sera l'entrée officielle cette fois dans Bordeaux, dans la ville de Bordeaux, du duc d'Angoulême, du duc, j'ai du mal aujourd'hui, du duc d'Angoulême. Le duc d'Angoulême, c'était tout simplement, c'était le neveu du roi Louis XVIII. C'était un des fils du comte d'Artois, futur Charles X. Comme on le sait, il y a le duc de Berry. On va pas parler de ça. Il y a le duc de Berry qui lui sera assassiné par Louvel, comme on le sait. Il y avait le duc d'Angoulême. Et comme on le sait, le duc d'Angoulême, on va pas parler de ça. Il aurait dû régner, monter sur le trône de France. Au moment de l'abdication de son père Charles X, il aurait dû régner sous le titre de Louis XIX. Comme on le sait, il va régner virtuellement pendant quelques minutes. Ça ne se fera pas. Il abdiquera en faveur de son neveu, le fameux comte de Chambord. Mais bon, on va pas parler de on va pas parler de ces dynasties, mais c'est ainsi. C'est pour ça, on le sait, les Napoléoniens même le savent quand même, puisqu'on sait que s'il y avait un jour une restauration monarchique en France, royaliste, on sait qu'il y a un prétendant au trône de France, il est espagnol, c'est un cousin du roi d'Espagne, et c'est un Bourbon aussi, c'est un Bourbon de l'Espagne. S'il montait sur le trône de France, il prendrait le titre de Louis XX. Louis XX. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un Louis XIX virtuel. Ce duc d'Angoulême, lui, j'en reviens à mon sujet, il rentre effectivement à cheval, etc. dans la ville de Bordeaux. C'est la journée du 12 mars. Et lors de cette entrée, naturellement, il va être accompagné par qui ? Des royalistes, par des membres de cet institut philanthropique qui vont sortir, bien entendu, à cette occasion, bien entendu, puisque c'est la chute de l'Empire, qui vont sortir à cette occasion de la clandestinité. Voilà. Et ils seront récompensés plus tard. Louis XVIII va créer une décoration militaire
Bon, militaire, ils n'avaient pas fait grand chose, ça serait plutôt un ordre de chevalerie, mais bon, bref, une décoration militaire qui s'appelle le brassard de Bordeaux. Brassard de Bordeaux. Voilà. Bon, pour avis aux collectionneurs, moi je possède pas, j'en ai d'autres, mais je possède pas le brassard de Bordeaux. Ainsi se termine, oui, pratiquement, on peut dire que je vous ai, pour ainsi dire, tout dit de cette affaire. J'espère avoir été assez complet et surtout assez compréhensible. C'est pas toujours bon. Je sais que je suis parfois un petit peu décousu, mais je vous ai, à mon avis, quasiment tout dit. Et puis, de toute façon, je peux toujours compléter je reviens une prochaine fois. Donc, c'est très très bien. Oui, je vous ai effectivement, je vous ai tout raconté. Oui, ça c'est très très bien. C'est vraiment, c'est vraiment très très bien. Oui. C'est parfait. Oui. Alors je vais en terminer. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Très très bien. Oui. Je vais en terminer 1h26, moins les premières minutes inutiles. Je vais en terminer en vous donnant la biographie sur laquelle je me suis appuyé, bien entendu, sur laquelle je me suis appuyé pour vous raconter, pour vous exposer tout à fait cette affaire cette affaire des plombs. Ça s'appelle l'affaire des plombs. D'accord. Alors, bon, la biographie, c'est toujours pareil. J'ai cité plusieurs auteurs à chaque fois. Les royalistes et Napoléon, ça c'est très très bien. C'est un livre d'un historien qui s'appelait Jean-Paul Berthaud. Bon, lui, il parle effectivement de cette affaire des plombs, mais il ne parle pas que de ça. Je l'ai dit, il parle de l'évêque, tout ce que j'ai pu raconter précédemment. Sauf que Jean-Paul Berthaud en fait un récit, je dirais, assez succinct. Il y a à peine 2-3 pages et en plus il y a quelques inexactitudes. C'est un petit peu fâcheux pour un historien, mais bon, il est décédé, le pauvre, je ne vais pas lui faire un procès d'intention. Bon. Par exemple, une petite inexactitude, il dit que Forestier est arrêté. Dans le déroulement de l'enquête, Forestier est arrêté et qu'il va s'échapper. En fait, pas du tout. Forestier, il ne sera jamais arrêté. Il va se réfugier en Angleterre. Mais bon, c'est pas très très grave. Voilà, donc les royalistes et Napoléon, Jean-Paul Berthaud. Deuxième livre, La police et les chouans sous le consulat et l'Empire. Celui-là, je n'en parle pas, je n'en reparle pas. C'est le livre, comme je l'ai dit, d'Ernest Daudet. Je le cite à chaque fois. Alors lui, il y a un récit beaucoup plus complet. C'est un petit bouquin qui est vraiment, qui est vraiment très très bien. Après, vous avez des trucs un petit peu plus pointus qu'on peut récupérer pour ceux qui seraient intéressés, qu'on peut récupérer sur Internet. On peut télécharger. Moi, je les ai téléchargés, je les ai compulsés. Vous avez un document qui s'appelle l'Institut, là, faut prendre son souffle pour le dire, attention, qui s'appelle l'Institut philanthropique à Bordeaux et la conspiration anglaise en France. Voilà. Alors ça, c'est une thèse de doctorat d'histoire qui date de 1908 par un historien, bien entendu, qui s'appelait Georges Caudrelier. Voilà. Alors lui vous raconte tout par le menu, tout sur ce qu'était ce fameux institut philanthropique, qui en réalité était une société secrète royaliste visant à rétablir le roi de France sur le trône. Voilà, tout simplement. Donc là, il explique vraiment le début, la fin, les tenants et les aboutissants. Je dirais que c'est vraiment... moi, j'ai pas tout lu parce qu'il doit y avoir 200 pages, vous pensez bien, mais c'est vraiment très intéressant. Et alors ensuite, un autre récit qui s'appelle... lui aussi, il faut prendre son souffle, sa respiration, qui s'appelle Exposé fidèle des faits authentiquement prouvés qui ont précédé et amené la journée de Bordeaux du 12 mars 1814. Voilà.
Alors ça, c'est un document qui est daté de 1816 et qui a été écrit par un homme qui s'appelait Jean-Sébastien Rollac. Alors ce Rollac, j'en ai parlé tout à l'heure, lui, il explique surtout la journée du 12 mars 1814, comme je l'ai dit, c'est-à-dire le duc d'Angoulême qui va arriver à Bordeaux, ça sera la restauration de la monarchie. Mais alors lui, c'est intéressant parce qu'il raconte quand même ce qui s'est passé avant, il parle du curé, etc., il parle un petit peu de tout. Et pourquoi? Parce que ce fameux Jean-Sébastien Rollac, ben lui, je dirais qu'il était aux premières loges, car c'était un protagoniste de l'affaire, c'était un adjoint de Forestier, un lieutenant, on va dire, de Forestier, et lui, dans le complot, il était chargé, je l'ai noté, il était chargé de l'approvisionnement et de la distribution, probablement. Il était chargé des poudres et des cartouches. Ah, vous pensez bien qu'il était bien placé. Il était bien placé pour savoir un petit peu ce qui s'était passé. Alors lui, il va échapper. C'est pareil. Excusez-moi. Il fait froid. Voilà, il fait froid, moins froid, et on attrape. Voilà. Bon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et donc lui va échapper à la police, à la police de Fouché, et il écrira son bouquin sous la Restauration en 1807. Bon, alors lui, c'est un récit, je dirais, c'est un pardon, excusez-moi, ça fait mauvais genre, mais c'est comme ça. C'est du direct en même temps. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est un récit, on pourrait dire de première main. Un récit de première main, puisque lui-même était un acteur, effectivement, de cette conspiration des plots. Et dernier livre, très important, très intéressant, que je vais essayer de trouver. Oui, voilà, celui-là, je vais vous le montrer. Un livre qui s'appelle le complot, oui, qui s'appelle Complot contre Napoléon. Complot contre Napoléon, pardon, l'affaire des plombs. Celui-là, je le montre. Voilà. Complot contre Napoléon, l'affaire des plombs. Alors ça, c'est très très bien. C'est écrit par un monsieur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Frédéric Augry. A priori, je dirais que c'est un érudit local, je pense, en Vendée, qui a déjà écrit d'autres livres. Et qui a amené également une activité de photographe. Voilà, Frédéric Augry. Alors ça, c'est très très bien. Son bouquin est tout récent. Ça, c'est paru en 2019. Donc vous pensez bien que c'est vraiment très. Et alors, c'est un petit livre qui fait une centaine de pages, mais alors lui, il vous raconte tout. Lui, il a compulsé les archives nationales, archives militaires, archives départementales là-bas en Vendée, et là-dedans, pour ceux qui sont intéressés, vous avez vraiment toute l'affaire. Il raconte vraiment très très bien l'affaire des plombs. Moi, je l'ai compulsé, je l'ai presque lu en entier pour les besoins de ma petite vidéo, et je peux vous dire que c'est vraiment très très bien, et c'est sorti en 2019. Bon, juste petit détail, mais bon, c'est pour l'anecdote. Je pense qu'il n'y a pas d'éditeur. Et Frédéric Augry a publié, a priori, quasiment ce bouquin à compte d'auteur, on appelle ça. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que ce bouquin est imprimé. Bon, il a été imprimé en Pologne. Mais bon, ça, on le sait maintenant, on sous-traite tout à l'étranger. Le bouquin, il est imprimé en Pologne. D'accord. Mais surtout, et moi j'ignorais que ça se pratiquait, ce bouquin a été imprimé par Amazon. J'ignorais que le mastodonte Amazon imprimait aussi des bouquins. Alors, c'est sans doute peut-être pour cette raison, mais je mets ça avec des guillemets, avec des parenthèses, imprimé par Amazon en Pologne, c'est sans doute pour cette raison pour laquelle on ne trouve le bouquin de ce monsieur que sur Amazon. Et je dirais qu'à mon grand regret, parce que je voulais me le procurer, à mon grand regret, j'ai été obligé de le commander sur Amazon. Bon, je ne l'ai trouvé nulle part. À mon avis, il n'y a que Amazon qui commercialise ce bouquin. Et moi, ça me désole un peu parce que, en plus, avec la situation actuellement du Covid, vous pensez bien que les livres anciens, des trucs que je me procure, moi, je préfère faire travailler, je dirais, les petits libraires français indépendants, etc., plutôt qu'un mastodonte américain. Bon, vous m'avez compris. Mais je n'ai pas pu faire autrement. Il n'y a que Amazon qui vend son livre. Bon, c'est malheureux, mais c'est ainsi. Mais enfin, en tout cas, je ne regrette pas mon achat. C'est un bouquin qui coûte vraiment 3 fois rien, et sincèrement je le conseille. Voilà. 1h34, moins parce que le premier quart d'heure, je cherche un mouchoir désespérément, excusez-moi.
le premier quart d'heure, pardon, a été naturellement, comme d'habitude, accaparé par des minutes inutiles à se connecter, etc. Mais c'est pas grave. Je supprimerai, comme je l'ai dit, je supprimerai les minutes inutiles lorsque je posterai la vidéo sur YouTube. Je supprimerai les minutes inutiles du début et peut-être même celle de la fin. Euh, la dernière fois, j'ai réduit d'un quart d'heure, donc ça valait le coup. Donc, vous savez tout sur cette affaire dite des plombs. Fameuse barre de plomb destinée à fabriquer des balles, qu'on a appelé, vous l'aurez compris, qu'on a appelé également, qu'on trouve sous la plume de certains historiens, notamment Ernest Daudet, qu'on a appelé également l'agence anglaise de Bordeaux. Ah, vous aurez compris pourquoi, parce que la tête pensante un petit peu se trouvait à Bordeaux, le financement, l'argent anglais qui transitait par l'Espagne arrivait sur une banque bordelaise, n'est-ce pas? Et l'Institut philanthropique, lui, avait été fondé à Bordeaux. Donc, on appellera ça, c'est la raison pour laquelle on appellera ça l'agence anglaise de Bordeaux et également la conspiration des plombs, parce qu'on va découvrir de façon, encore une fois, fortuite, inopinée, si je puis dire, un stock de barres de plomb chez ce fameux abbé Jaguenot en Vendée, par la faute du personnage de Goguet, qui n'a pas accompagné, l'imbécile, si j'ose dire, qui n'a pas accompagné le charretier qui lui a perdu son chemin. C'est comme quoi que les événements historiques tiennent vraiment parfois à très peu de choses. Très peu de choses, on le sait. On va pas parler de ça, mais certains connaissent ça bien mieux que moi. On le sait, l'attentat de la rue Saint-Nicaise, qui a été très meurtrier, s'est joué pratiquement, comme on le sait, à quelques minutes. Napoléon a échappé à la mort. Pourquoi? Parce que son carrosse qui allait à l'opéra, sauf erreur, est passé un peu plus vite, parce que le cocher, paraît-il, en avait un petit peu un coup dans... On va parler vulgairement, un coup dans le nez. Il a mené ses chevaux un peu plus rapidement. La machine infernale, comme on sait, sur la charrette, a explosé après, a explosé derrière, et non devant. Et non devant la voiture du premier consul. Les événements historiques, parfois, se jouent à pas grand-chose, mais c'est ainsi. C'est aussi ce qui fait l'intérêt c'est aussi ce qui fait, je dirais, l'intérêt de l'histoire. Je vous ai tout dit en ce qui concerne cette affaire. C'est oui, vraiment, ça me paraît bien. Ça me paraît, sans vouloir me vanter. On va me dire que je fais pas un boulot de conférencier, c'est vrai, je le sais. Mais c'est pas grave, ça m'est égal. C'est très bien, je vous ai vraiment tout dit. Je vois qu'il y a 2 personnes de connectées. 19h36, on a un petit peu de temps, on va en profiter. Déjà, on va boire un coup. Je vais en profiter avant d'aller manger la soupe. Encore le temps avant de manger la soupe. Et après, moi, j'écoute la télé, je regarde Colombo. Hein. Le samedi soir, attention, il y a Colombo. Moi, je loupe pas. Je regarde les épisodes de Colombo. Même s'il y en a, c'est du réchauffé, je regarde quand même Colombo. Mais ça commence pas avant 21h, donc j'ai le temps. 2 personnes connectées. Je vais en terminer brièvement pour ceux qui m'ont suivi les fois précédentes, ou qui ne l'ont pas fait éventuellement, qui pourraient reprendre mes petites vidéos, pour revenir sur les affaires précédentes, pour apporter quelques points de précision. Parce que j'ai oublié, c'est toujours un exercice sans filet, j'ai mon bout de papier, puis finalement je lis pas mon bout de papier, je parle comme ça vient, et du coup j'oublie des trucs. Et alors je vais vous reparler vraiment brièvement de l'affaire en 1800, qui se passe bien avant, en 1800 sous consulat, mais vraiment brièvement, de l'affaire de l'enlèvement du sénateur Clément Doris. Je ne reviens pas sur l'histoire. Juste pour apporter quelques petits points qui éclairent, je dirais, cette affaire d'enlèvement, juste pour vous dire que Clément Doris, sous la Révolution, sera vu comme un gros acheteur de biens nationaux. Des biens nationaux. Et notamment son château en Touraine, il l'avait acheté comme ça. C'était des biens nationaux. Son château en Touraine, il appartenait probablement à un noble, évidemment, royaliste, qui lui avait émigré. Il était parti au moment du début de la Révolution, il est parti à l'étranger, et son château a été vendu au titre des biens nationaux, et c'est ainsi que Clément Doris s'est procuré cette... Donc c'était un gros acheteur de biens nationaux. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, j'avais oublié, mais j'en ai parlé un petit peu, mais bon.
Il avait été anobli, en fait, il avait été anobli peu de temps avant la Révolution. Assez peu de temps. Je l'ai dit, son père avait été, c'était une famille de juristes, son père était procureur d'un tribunal, mais il n'était pas spécialement noble. Lui, Clément Drisse, sera anobli, j'ai pas de date exacte, mais probablement peu de temps, vraiment quelques années, peu de temps avant le déclenchement de la Révolution de 1789. Pourquoi je vous dis ces deux points? Parce que ça a pu jouer, je dirais, dans le mental des Chouans qui l'ont enlevé. Car vous pensez bien qu'un noble, anobli récemment, qui finalement s'est rallié ensuite à la cause révolutionnaire et napoléonienne, puisque comme on le sait, il siégera après pendant tout l'Empire. Clément Drisse va siéger, il siégera au Sénat. Il siégera au Sénat. Voilà. Donc, en quelque sorte, il va tourner, je dirais, il va tourner Kazakh, et en plus, c'était un gros acheteur de biens nationaux. Donc, vous pensez bien que pour les Chouans royalistes, bah, il était naturellement, il était vu comme un traître. Il était vu comme un traître. Et il achetait les biens nationaux de royalistes ayant émigré à l'étranger, et en plus, il avait été anobli par Louis XVI peu de temps à la Révolution, et après, il se met du côté des révolutionnaires et ensuite de Napoléon. Alors, vous pensez bien qu'il était très très mal vu par les royers. Donc ça m'a paru important de le préciser à nouveau. Et alors ensuite, comme on le sait, à la chute de l'Empire, il va continuer. Bon, il sera mis un petit peu sur la touche pendant quelques années, et il reprendra après du service, si je puis dire, sous la Restauration, car il sera nommé, puisqu'il était noble, évidemment, un noble, il sera nommé à la Chambre des Pairs. Sous Louis XVIII, il sera nommé à la Chambre des Pairs. En 1819, il y siégera, puisque c'était à vie, c'était héréditaire, hein, son fils sera aussi à la Chambre des Pairs. 1819, il y siégera jusqu'à sa mort en 1827. Voilà. Donc Clément Drisse, c'est le personnage typique qui traverse les régimes, sans faire trop de vagues. Il traverse les régimes. Et à un point tel qu'il apparaît qu'il est noté dans les Napoléoniens connaissent, je pense, ce qu'on appelle le fameux dictionnaire. J'ai sorti le mien, enfin j'en ai plusieurs, mais j'en ai sorti un, qui s'appelle, comme on le sait, le dictionnaire des girouettes. Le dictionnaire des girouettes, voilà, c'est marqué, si on voit un petit peu, voilà le dictionnaire, c'est le fameux dictionnaire des girouettes. Alors dans le fameux dictionnaire des girouettes, c'est pas facile, ça n'a jamais été réédité, ça court pas les rues. Hein. Voilà, vous avez le dictionnaire, pas rien du tout. Voilà, alors vous avez, c'est marqué dictionnaire des girouettes, je pense qu'on le voit un petit peu, et à côté vous avez la fameuse roue du moulin, la roue du moulin qui tourne. Cette roue du moulin qui tourne selon le vent, forcément comme une girouette qui tourne, avec des petits écriteaux, c'est marqué tous les régimes successifs qui se sont succédés. C'est pour comprendre que certaines personnes ont traversé tous les régimes et ont retourné leur veste au fur et à mesure. Et on sait que dans le dictionnaire des girouettes, alors ça c'est paru à la Restauration à partir de 1814, hein, il y aura plusieurs éditions, ça va vraiment avoir un gros succès. Celui-ci c'est la 3e édition, sauf erreur, 1815. Dans le dictionnaire des girouettes, c'était un livre collectif, hein, il y avait notamment Emery qui était un libraire éditeur, mais il n'était pas tout seul, ils étaient plusieurs à écrire ça. Et alors eux, ils attribuaient des petits drapeaux, vous savez. Plus vous aviez trahi, plus vous aviez changé de régime, et ben on vous donnait des petits drapeaux, des petits fanions. Le maximum de petits drapeaux que vous pouviez avoir, c'était 12. À 12, ça voulait dire que vous aviez trahi tout le monde. Et vous pensez bien que les recordman, naturellement, les recordman de cette histoire de petits drapeaux, c'est naturellement c'est Fouché et Talleyrand. Fouché et Talleyrand, ils ont 12 drapeaux. ils ont 12 drapeaux chacun. Ils ont trahi tout le monde, ils ont retourné leur veste, etc. pendant toute la période, naturellement, de la Révolution et de l'Empire. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que Clément Drisse est cité là-dedans. Bon, même si lui, il a eu une vie plutôt effacée, il n'a pas fait grand-chose. Mais dans le dictionnaire des girouettes, on lui attribue quand même 3 drapeaux. Il y a 3 petits drapeaux, c'est plutôt, voilà, plutôt sympa, quoi. Voilà, c'est pour ça que ça m'a paru intéressant de parler du dictionnaire des dictionnaires des girouettes, voilà, qui n'a jamais été réédité, hein, sauf erreur. Hein, ça c'est voilà, j'en ai terminé avec Clément Drisse. Dernier point au sujet de Clément Drisse, comme on le sait, l'affaire de l'enlèvement de Clément Drisse, j'en ai parlé, mais pas totalement. J'ai oublié un petit détail. Bon, voilà.
L'affaire de l'enlèvement du sénateur Clément Drey donnera lieu, bien des années plus tard, à l'écriture d'un roman, on le sait, un roman d'Honoré de Balzac. Honoré de Balzac écrira un roman qui s'inspire, on va dire, de cette affaire d'enlèvement, et roman qui s'appelle, comme on le sait, qui s'appelle Une ténébreuse affaire. Une ténébreuse affaire. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'il se trouve que Balzac est né à Tours, il est né en Touraine, il est né à Tours. Et l'affaire de Clément Doris se passe en Touraine. Son château de Beauvais est en Touraine. Et il se trouve que le père de Balzac connaissait bien, côtoyait, on va dire, un petit peu Clément Drey. Donc il est fort probable que Balzac, étant gamin et tout, il avait entendu parler de cette affaire d'enlèvement du sénateur. Et forcément, après, devenu adulte, devenu écrivain, et naturellement, ça lui a donné sans doute, il s'en est souvenu, et ça lui a donné sans doute l'envie d'écrire son roman. Voilà. Donc ça m'a paru intéressant, on a un petit peu de temps, de reparler de Clément Drey. J'ai parlé ensuite, j'en arrêterai sans doute là parce que je vois 1h46. Faut pas que je dépasse les 2 heures. Sinon Facebook me tape sur les doigts. J'ai parlé ensuite de l'assassinat, cette fois de l'assassinat de l'évêque Audrin. Bon, j'ai parlé de l'assassinat de l'évêque Audrin, lui ça se passe aussi en 1800. Ça se passe également en 1800, la même année, en fin d'année 1800, peu de temps après l'enlèvement du sénateur Clément Drey. Alors lui il est tué. Oui, ça se passe dans le Finistère, c'est la Bretagne, Audrin, l'évêque Audrin est tué. C'était, comme je l'ai dit, un évêque constitutionnel qui avait été élu évêque du Finistère, comment dirais-je, sous le régime, on va dire, du système de la constitution civile du clergé. Je ne reviens pas là-dessus. Ce que je voulais simplement dire, c'est que pourquoi Audrin avait accepté ce système, n'est-ce pas? C'est parce que dans son esprit, et il y a une citation quelque part, il le dit lui-même, mais j'ai pas repris, il dit lui-même que, eh bien finalement, il s'était résigné, en quelque sorte, il acceptait ça. Pourquoi? Parce que, selon lui, il considérait que c'était la seule façon de pouvoir sauver la religion catholique en France. Si on ne s'insérait pas dans ce système de la constitution civile du clergé, eh ben, c'en était fini de la religion catholique en France. On sait que les républicains, certains étaient résolument athées, voulaient abattre la religion catholique chrétienne. Robespierre, vous savez, c'était le culte de l'être suprême, etc. On devait éradiquer la religion. Donc il y a eu ce système un petit peu bâtard de constitution civile du clergé, et Audrin a réfléchi, il s'est dit, malgré tout, si on veut conserver un petit peu la religion chrétienne catholique en France, et il faut rentrer dans ce système, même s'il n'est pas parfait. Donc c'est pour ça que je tenais à reparler d'Audrin. Tout à fait. J'aurais bien d'autres choses encore à vous dire, mais je vais m'arrêter là. Je reviendrai, on va s'arrêter là. Voilà, donc cette petite intervention, une fois de plus, avec toujours oui, la chatte elle est toujours là, bien entendu. Oui, ma petite mère, oui. Oui, c'est bien. Elle dort. Cette petite intervention est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Elle sera ensuite en replay comme d'habitude, etc. Je reviendrai peut-être pour parler d'une autre affaire. Là, nous sommes en 1804, 1806, comme je l'ai dit, pour ceux qui m'ont suivi la dernière fois, ça sera l'enlèvement d'un autre évêque, ça sera l'enlèvement de l'évêque Pansement. Lui ne sera pas assassiné, il sera enlevé, il sera libéré assez rapidement. Tant mieux pour lui. D'accord. 1806. Après, il n'y aura pratiquement plus rien. Il se passera un événement en 1807, dont je reviendrai peut-être parler. L'année suivante, en 1807, une conspiration royaliste. De nouveau, j'avais pas du tout prévu d'aborder ce sujet-là et je suis parti dans les conspirations royalistes. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Et en même temps, on apprend des choses, c'est intéressant. Même si on s'éloigne un petit peu de Napoléon, mais il n'est jamais bien loin. Et en tout cas, ça se passe sous l'Empire. 1807, et une conspiration, cette fois-ci, royaliste toujours, mais qui se passe en Normandie. Car, moi je l'ignorais totalement, et aussi étonnamment qu'on puisse penser, je dirais, eh bien, il y avait également des chouans en Normandie. Il y a une chouannerie
normande également. Moi, dans mon esprit, les échevins, c'était la Vendée, c'était la Bretagne à la rigueur, Cadoudal était breton, etc. Et puis c'est tout. Mais il y en a eu aussi en Normandie. Donc, je préparerai sans doute une prochaine petite vidéo. Il y a des choses à dire et j'en terminerai à quelques événements qui se sont passés un petit peu plus tard en 1810, 1808 et 1810. Après, il n'y aura plus rien, comme on le sait. Il n'y aura plus rien jusqu'à la fin de l'Empire. Les royalistes, comme je l'ai dit, ne seront plus en capacité de renverser Napoléon. Il faudra bien entendu des guerres extérieures pour que l'Empire s'effondre, bien entendu. Voilà. J'en ai terminé. J'espère de ne pas avoir été trop, voilà. Comme d'habitude, c'est toujours un petit peu, bon, c'est pas parfait en tout cas, mais bon. La technologie fonctionne, donc ma foi, on en aura bien profité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Prenez soin de vous parce qu'il continue à faire froid, mais ça va se radoucir, paraît-il. Enfin, pas partout, mais bon, il y a toujours des endroits où c'est un petit peu difficile, mais en région parisienne, il commence à faire, à partir de demain, il commencera à faire moins froid. Prenez soin de vous, protégez-vous parce que le virus est toujours là. Bon, ça c'est, bref, on le sait, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est difficile, c'est compliqué, mais en même temps, on n'a pas vraiment le choix. Je vous souhaite une bonne soirée. 19h50, c'est très bien. On va aller manger la soupe. Voilà, c'est très très bien. Et après, moi, personnellement, je regarderai l'inspecteur Colombo. Alors, c'est des enquêtes policières, mais pas tout à fait pareil. Généralement, il y a un mort aussi, mais bon. C'est comme ça. Et je vous souhaite une excellente soirée et puis surtout un bon dimanche. Et puis que vous dire d'autre, à part vive l'empereur quand même. Hein. Bon, voilà. Malgré qu'il ait voulu apparemment alourdir, certaines condamnations, mais bon, encore une fois, il faut toujours, moi je me méfie toujours, il faut croiser les sources historiques. Et puis il faut surtout aussi se replacer toujours je dirais un petit peu dans le contexte de l'époque et non pas regarder les événements, les choses, je dirais, toujours uniquement avec nos lunettes, bien entendu avec nos lunettes du 21e siècle, bien entendu. Voilà. Mais bon, c'est ainsi. Je vous souhaite une bonne soirée.